Dernière partie de ce BFM politique avec Annabelle Roger d'RMC. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. C'est l'After RMC. Avec vous, on va aller un peu plus loin. Elle a écouté toute l'émission, Laurent Wauquiez, et on va tirer les fils, notamment sur cette question d'Alstom. On l'apprend à l'instant. François Hollande a réuni à l'Élysée Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Ségolène Royal pour tenter de définir la position de l'État français sur Alstom. Et vous vouliez qu'on aille un peu plus loin, Annabelle. Absolument. Sur ce dossier, Laurent Wauquiez, vous avez évoqué l'amateurisme du gouvernement. On vous réécoute. Vers le dossier, c'est quand même extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'il découvre un dossier de rachat d'une entreprise stratégique, notamment dans le domaine du nucléaire, et que le dossier s'apprêtait à être conclu 2 jours après. Mais je comprends pas bien. En quoi est-ce que le gouvernement et François Hollande sont amateurs dans ce dossier-là? On a donc affaire à une entreprise qui est une entreprise fondamentale pour notamment notre sûreté nucléaire. On est d'accord. C'est une entreprise privée? Bien sûr, mais c'est une entreprise stratégique. Vous pensez un seul instant que la Chine ne surveille pas ses entreprises stratégiques? On pense un seul instant que les États-Unis ne surveillent pas leurs entreprises stratégiques? Vous pensez que le gouvernement allemand n'est pas en lien constant avec ses entreprises? Là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'en réalité, sur une entreprise dont on savait qu'elle était en difficulté, dont on savait que Alstom avait notamment des difficultés depuis 2 ans sur sa capacité à dégager du cash pour financer ses restructurations, eh bien on découvre qu'en fait le gouvernement n'était même pas au courant et que le dossier... Il faudrait faire quoi? Il faudrait faire carrément je sais pas, il faudrait envoyer des espions de l'État français dans les différentes entreprises. Ça veut juste dire que dans un gouvernement qui plaide pour le redressement productif et qui est attentif à sa politique industrielle, c'est quand même très inquiétant, je trouve, de s'apercevoir qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'avait aucun plan de rechange. Mais donc c'est une question de confiance, c'est une question de confiance entre les patrons et les 2 gouvernements socialistes qu'on a connus depuis 2 ans? Pour moi, c'est surtout une question de confiance à l'égard du gouvernement lui-même. C'est-à-dire que voilà un gouvernement qui visiblement ne surveille pas les entreprises fondamentales pour la stratégie de la France. Moi, je voudrais quand même aller derrière votre mot de surveiller. Surveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il faudrait vérifier au fur et à mesure, appeler les patrons, leur dire racontez-moi ce qui se passe. Je vais poser une question très concrète. On savait qu'Alstom était en difficulté depuis 2 ans. Quelles sont les réunions stratégiques qui ont été faites avec Alstom et le gouvernement? Quel travail a été enclenché avec Siemens éventuellement depuis 2 ans? Quelle perspective pour essayer d'accompagner Alstom dans sa restructuration a été évoquée? Qu'est-ce que le gouvernement a fait concrètement depuis 2 ans? Mon sentiment, c'est rien. Et le sentiment qu'on a quand on voit la gestion du dossier, c'est que parce qu'on a annoncé la venue du président de General Electric en France, que tout d'un coup, il y a l'affolement à tous les étages. Si vous aviez été au gouvernement, vous auriez fait quoi, Laurent Wauquiez? Un gouvernement UMP, il aurait fait quoi? Surtout, ce que je pense, c'est qu'il fallait se mettre autour de la table avec Alstom et voir avec eux, voilà, on voit que l'entreprise a des difficultés, comment est-ce qu'on se restructure? Mais anticiper, bien sûr, anticiper. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de bricolage? Parce qu'il n'y a eu aucune anticipation. Parce qu'on n'a pas eu de réflexion, alors même qu'on savait qu'il y avait un problème devant nous. Et, pardon, mais on a fait. En 2004, Alstom devait fermer, Nicolas Sarkozy à l'époque s'est battu, il a sauvé Alstom. Alors vous allez me dire, ça l'a sauvé pour une période qui n'était pas définitive, mais on a quand même gagné 10 ans. Ce qui est quand même énorme. Et là, si le gouvernement avait travaillé de façon... Visiblement, c'était du replâtrage, parce que sinon, 10 ans après, la question ne se poserait pas à nouveau. Oui, enfin, 10 ans, c'est beaucoup à l'échelle de la vie d'une entreprise. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au fond, depuis 2 ans, rien n'a été fait et qu'on a laissé l'entreprise rentrer dans le mur. On a l'impression qu'on découvre le sujet. Est-ce que l'Union européenne peut agir dans ce dossier? Moi, surtout, ce que j'espère, c'est que l'Union européenne ne bloquera pas. Prenons une hypothèse. La France décide, pour donner du temps et permettre la construction d'une vraie stratégie industrielle, de rentrer temporairement au capital de Alstom. Est-ce que l'Union européenne acceptera ou est-ce qu'elle bloquera? Ça, c'est des vrais tests. C'est des vrais tests pour ce pourquoi se plaide. C'est-à-dire la question de dire est-ce que l'Union européenne applique une politique de la concurrence absurde qui peut aboutir à massacrer des champions européens ou est-ce qu'elle est capable d'accompagner une stratégie industrielle? Je crains que face à un plan comme celui-là et d'entrer au capital de l'État, la Direction générale de la concurrence européenne ne puisse opposer son veto. Pour moi, voilà au moins des exemples concrets où on comprend bien ce que je veux dire. C'est pas ça l'Europe dont on a besoin. L'Europe dont on a besoin, c'est la construction de champions industriels européens. Justement, l'Europe, vous êtes le fils spirituel, l'héritier peut-être de Jacques Barrot. Vous verrez, écoute. On propose. Il ne s'agit pas de faire une marche arrière. Il s'agit de proposer une étape nouvelle et de dire aux autres partenaires qui est d'accord. Alors voilà, on a un petit peu inversé les éléments. On va revenir sur le noyau dur et des 6 pays européens. C'est l'exemple qu'on vient de réécouter. Vous dites il faut que 6 pays se mettent ensemble au lieu de 28. Alors comment vous faites pour convaincre finalement les 5 autres de vous suivre et puis surtout les 23
qui vont sortir, entre guillemets, de renoncer à leurs prérogatives? Ça n'est pas une marche en arrière que je propose, c'est une marche en avant. C'est le fait de mettre sur la table un plan stratégique consistant à dire, voilà, on voit que l'Europe a des défaillances, des impôts qui sont à des niveaux différents, des charges qui sont trop différentes, des politiques industrielles qui ne sont pas harmonisées. Quand on est trop autour de la table, on n'y arrive pas. Qui est d'accord pour un plan consistant à harmoniser nos impôts, avoir un système social, par exemple sur les retraites, qui soit comparable, avoir un budget commun, notamment pour investir dans des grandes infrastructures ou des travaux de recherche. Voilà, une Europe qui se dote d'outils. Enfin, les Portugais, par exemple, ils vont crier. Enfin, vous ne pouvez pas leur dire demain, non, finalement, vous ne faites pas partie du noyau dur. Apolline de Malherbe, je vais aller jusqu'au bout. On met cette proposition sur la table et on va voir qui accepte de suivre. En fait, vous fixez la barre, et vous voyez qui réussit à sauter la barre. Et il ne s'agit pas d'exclure. Je pense que, par exemple, le Royaume-Uni ne suivra jamais, et donc s'exclura de lui-même. Je pense que l'Irlande n'est pas prête, parce qu'ils ont un taux d'impôt sur les sociétés qui s'apparente quand même à du dumping, qui ne suivront pas. Je pense que les pays d'Europe centrale ne sont pas du tout au même niveau économique, pas la même politique sociale, et donc ne suivront pas. Pour moi, il ne s'agit pas de fermer des portes, il s'agit juste de proposer la constitution d'un noyau dur et de voir qui est prêt à rentrer dans cet esprit d'une vraie Europe qu'on a un peu perdue. Vous faites appel au peuple dans votre projet, à un moment donné, vous le consultez, vous les consultez? Est-ce que vous avez lu mon livre? Oui. Alors si vous l'avez lu, vous avez lu le dernier chapitre qui plaide pour un référendum européen sur la question, parce que je considère que, évidemment, il nous manque sur ce sujet la nécessité d'une consultation du peuple. Le bon moment, c'est quand? Pour moi, et on s'en est expliqué, je pense que d'abord la France doit faire son propre travail. Les difficultés qu'a la France ne sont pas dues, loin s'en faut, exclusivement à l'Europe. Elles sont dues à des politiques économiques, sociales, qui ont tiré sur la dépense publique n'importe comment, qui ont abouti à un système social très injuste et qui tuent nos entreprises. C'est d'abord ça qu'il faut changer. Non. Et donc, pour moi, c'est d'abord ce travail-là qu'il faut faire. Et ensuite, une fois que l'économie française aura repris un peu de crédibilité sur la scène européenne, alors on sera à nouveau un partenaire capable de prendre des initiatives européennes. Dans votre livre que j'ai lu, vous étriez notamment Rousseau, vous étriez Catherine Ashton. Est-ce qu'il y a encore des Européens qui trouvent grâce à vos yeux aujourd'hui, Laurent Wauquiez? Jacques Delors était un vrai Européen. Il est plus... Michel Barnier, et je n'ai pourtant pas les mêmes idées que Michel Barnier, Michel Barnier s'est battu à la Commission européenne, notamment pour avoir une meilleure régulation des marchés financiers. Je considère qu'il a fait du bon travail, je tresse ses éloges. Je pense que c'est quelqu'un de bien et qui a au moins des convictions. Je n'ai pas nécessairement les mêmes, mais je les respecte. Pour terminer, si vous voulez bien, on revient sur l'UMP. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner? Votre réponse? On a encore un gros progrès à faire et une grosse avancée à faire. Mais surtout, il y a un point pour moi, c'est que la dissolution, il faut exclure catégoriquement le fait de faire une cohabitation. Alors, visiblement sur l'Europe, l'UMP n'est pas totalement d'accord. Sur les 50 milliards, vous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez peut-être pas où trouver les économies, en tout cas, plus ou moins. Alors, sur quoi est-ce que l'UMP est prêt à gouverner? Qu'est-ce qui est prêt comme proposition aujourd'hui dans votre camp? On a quand même des propositions extrêmement importantes qui ont été faites sur la réorganisation des collectivités locales, sur le fait de remédier à une culture du tout gratuit dans le niveau social, sur le fait de faire des économies radicales, sur le fonctionnement de l'appareil d'État. Donc il y a évidemment tout un corpus de propositions. Mais la décision aujourd'hui, elle n'est pas là. Le cours normal de l'histoire, c'est 2017. Et ce qu'il faut, et ça je le dis, c'est que si ma famille politique veut se préparer pour l'alternance en 2017, elle ne doit pas le faire en cachant les problèmes, elle ne doit pas le faire en pariant uniquement sur l'échec de la gauche, elle doit le faire en s'interrogeant et en mettant des propositions neuves sur la table. En fait, vous ne voulez pas que la droite prenne le pouvoir par défaut, ce que certains chez vous reprochent à François Hollande d'avoir pris aussi le pouvoir par défaut. Ce que je pense, c'est qu'au fond, on a depuis trop longtemps des politiques qui attendent que les autres échouent et se dispensent d'un travail de réflexion personnelle. Ce qui compte, c'est quelles sont les propositions concrètes qu'on met sur la table. Et y aller au bazooka, comme vous le faites un peu sur l'Europe, en y allant franco. Je pense qu'au moins, ça oblige tout le monde à se prononcer, ça crée le débat. Et ça permet de faire avancer. Le débat. Merci infiniment, Laurent Wauquiez, d'avoir été notre invité. Merci, Annabelle. Vous avez pu écouter cette émission non seulement sur BFM TV, mais aussi sur BFM Business, côté radio. Et vous pouvez la réécouter en intégralité ce soir à 22h, côté télé, sur BFM Business. Mais c'est l'heure du 20h, et c'est avec vous, Marc Otteman.